Larry a construit cette mine d'or de ses propres mains, une pièce à la fois, croyant que chaque boulon qu'il serrait et chaque seau de terre qu'il déplaçait créait quelque chose qui lui survivrait. Il se retrouve désormais confronté à deux horloges qui refusent de ralentir. L'une est le corps vieillissant qui n'a plus la force qu'il avait autrefois, et l'autre est le temps de plus en plus réduit qu'il lui reste pour remettre ce rêve entre les mains de son petit-fils avant qu'il ne soit trop tard. L'usine de lavage qu'il appelle affectueusement Frankenstein saigne de l'eau dans le désert de l'Arizona, gaspillant des ressources précieuses, engloutissant des saisons minières entières et produisant à peine assez d'or chaque année pour maintenir l'espoir. Cette mine n'a jamais été censée devenir un fardeau financier. C'était censé devenir un héritage familial, un endroit où la prochaine génération pourrait construire une vie honnête, tout en poursuivant tout ce que Larry avait passé des décennies à créer. Au lieu de cela, l'opération est devenue un gouffre financier drainant l'argent presque aussi rapidement qu'elle draine l'eau. C'est pourquoi Freddy Dodge et Joan Ibarra n'ont qu'une seule occasion de reconstruire la machine en difficulté, car ce qu'ils découvrent enfoui dans son acier usé peut déterminer si cette famille héritera d'un avenir rempli de possibilités ou d'un rêve qui meurt tranquillement sous le soleil du désert. Il existe des endroits au monde bien plus faciles à gagner sa vie que le désert sans fin de l'ouest de l'Arizona. Larry comprend cette réalité mieux que quiconque, car il a passé des années sous un soleil qui semble déterminé à user à la fois le paysage et les gens suffisamment têtus pour y travailler. Saison après saison, il a vu le désert mettre à l'épreuve chaque once de sa détermination, mais chaque matin, il se réveille toujours reconnaissant d'être là. Malgré toutes les difficultés, malgré les échecs et l'incertitude, il sourit simplement et dit qu'il aime cet endroit. Les montagnes Dome Rock s'élèvent du sol du désert comme d'anciens géants, leurs pentes accidentées, brillant sous les premiers rayons du soleil du matin. Dans ces heures calmes, avant que la chaleur ne devienne insupportable, les montagnes semblent presque figées dans le temps, révélant un paysage qui semble épargné par le monde moderne. Il y a quelque chose d'intemporel dans ce pays, quelque chose qui rappelle à chaque mineur à quel point une vie est petite. Sous ces formations imposantes, il devient facile de comprendre pourquoi tant de gens tombent amoureux de cet endroit rude et magnifique. Contrairement aux forêts ou aux vallées fertiles, très peu de végétation y survit. Pour la plupart des gens, ce vide semble sans vie, mais pour un mineur expérimenté, il représente une opportunité. Sans d'épaisses couches d'herbe et d'arbres cachant le terrain, la géologie se révèle ouvertement, exposant des plis, des fractures et des formations riches en minéraux restés cachés pendant des millions d'années. Larry a passé suffisamment d'années à étudier ces roches exposées pour comprendre que le désert raconte son histoire à quiconque est assez patient pour l'écouter. Il explique souvent que c'est l'un des plus grands avantages de l'exploitation minière dans le désert de l'Arizona. Lorsque rien de vert ne recouvre la Terre, les eaux de la planète deviennent visibles, révélant des indices que de nombreuses personnes passent simplement sans s'en apercevoir. Chaque couche de pierre porte l'histoire de forces géologiques inimaginables, et quelque part au sein de ces couches se trouve l'or que Larry a passé sa vie à rechercher. Des années d'expérience lui ont appris à lire ces messages silencieux écrits à travers les montagnes. Chaque fois que Larry parle de l'avenir, sa voix change presque immédiatement. Son rêve n'a jamais été de constituer une richesse personnelle ou de laisser derrière lui des piles de lingots d'or cachés dans un coffre-fort. Ce qu'il veut est beaucoup plus simple et à bien des égards bien plus significatif. Il souhaite transmettre cette mine à son petit-fils Montana, créant ainsi un héritage qui donnera au jeune homme la chance de gagner honnêtement sa vie tout en poursuivant l'histoire familiale. Ce rêve est devenu la raison pour laquelle Larry continue de se dépasser malgré le coût physique croissant. La chaleur du désert ici est implacable, punissant tout le monde de la même manière sans montrer la moindre pitié. Jour après jour, la température grimpe jusqu'à ce que l'air lui-même semble miroiter et même rester immobile devient épuisant. Chaque été rappelle à Larry que la nature n'a aucune sympathie pour un homme qui vieillit. Il le dit clairement car il ne sert à rien de prétendre le contraire. Il fait incroyablement chaud ici, et quiconque consacre ne serait-ce que quelques minutes à l'affirmation comprend immédiatement ce qu'il veut dire. Les roches elles-mêmes semblent brûler, tachées d'une couleur rougeâtre foncée, après d'innombrables années, sous le soleil implacable de l'Arizona. En regardant le paysage, on a presque l'impression que tout le désert brûle lentement depuis des siècles. C'est un pays difficile,
Et il n'a jamais accordé de succès à personne sans exiger quelque chose en retour. Le désert ne se soucie pas de savoir combien de temps quelqu'un a travaillé ou à quel point il a besoin d'une autre bonne saison. Il n'offre aucun raccourci ni aucune sympathie, surtout à un homme qui sait que le temps commence à jouer contre lui. Chaque lever de soleil est précieux, car Larry comprend qu'il n'en reste peut-être pas autant qu'il l'imaginait autrefois. Il parle de ses propres limites avec une honnêteté remarquable. Il n'y a aucun apitoiement sur son sort dans sa voix, aucune tentative dramatique pour que les gens se sentent désolés pour lui. Il accepte simplement la vérité, selon laquelle son corps ne lui permettra pas de continuer à exploiter éternellement. Des années passées à soulever des équipements lourds, à réparer des machines à creuser dans des sols impitoyables et à endurer des températures brutales ont lentement fait des ravages. L'exploitation minière a toujours exigé bien plus que la force physique. Cela demande de l'endurance, de la patience et la volonté de continuer à travailler, même après que l'épuisement commence à s'installer. Les jeunes mineurs récupèrent pendant la nuit et reviennent le lendemain matin, prêts à tout recommencer. Larry sait que ces jours sont désormais derrière lui et reconnaît que la réalité est devenue l'une des leçons les plus difficiles de sa vie. Pourtant, malgré tout, ce désert représente pour lui bien plus que l'or caché sous sa surface. Dispersés sur ce territoire se trouvent les cendres de vieux amis et collègues mineurs qui ont passé leur vie à poursuivre leurs rêves sous le même soleil implacable. Leurs souvenirs restent ancrés dans le paysage lui-même, transformant cette revendication en quelque chose de bien plus profond qu'un lieu de travail ordinaire. Pour Larry, ce terrain est devenu sacré. Chaque pas qu'il fait à travers la revendication lui rappelle les personnes qui l'ont précédé. Leurs histoires, leurs luttes et leurs sacrifices semblent encore résonner dans le désert silencieux. C'est pourquoi sa course contre la montre n'a jamais vraiment été une question d'argent ou de chiffre de production. Il a toujours été question de décider qui perpétuera ses souvenirs après son départ. Au centre de cet espoir se trouve le Montana. Au moment où Larry commence à parler de son petit-fils, tout prend soudain un sens. Toutes les réparations, toutes les difficultés financières, toutes les longues journées sous le soleil du désert deviennent plus faciles à comprendre, car aucun d'entre eux n'a jamais eu pour seul objectif de sauver une mine. Il s'agissait de préserver un avenir pour le jeune homme qui se tenait à ses côtés. « Ce grand type ici est mon petit-fils », dit fièrement Larry souriant alors qu'il regarde vers Montana. Il explique que le jeune homme vient à la mine depuis qu'il a seulement 12 ans, passant parfois des week-ends entiers à apprendre le métier à ses côtés. Au fil des années, ces visites sont progressivement devenues quelque chose de bien plus important que des sorties familiales. À un moment donné, Montana est devenue la plus grande source de force de Larry. Larry décrit son petit-fils en utilisant un mot simple, encre. C'est peut-être la description la plus révélatrice qu'il puisse choisir. L'or lui permet de travailler, mais le Montana lui donne une raison de continuer à se battre, même lorsque la mine elle-même est en difficulté. Savoir que quelqu'un veut vraiment continuer ce qu'il a commencé donne à Larry la motivation de continuer à traverser une autre saison difficile. Il dit souvent qu'il espère de tout son cœur que Montana restera pour toujours dans cette mine. Il rêve de voir son petit-fils continuer à travailler sur ce même terrain bien après qu'il n'ait plus la force de le faire lui-même. Il les imagine tous les deux debout côte à côte pendant autant d'années que possible, partageant non seulement le travail, mais aussi le but qui le sous-tend. Cette vision est devenue pour lui plus précieuse que n'importe quelle découverte d'or. Leur connexion ne s'est pas manifestée du jour au lendemain. Il y a environ 14 ans, Montana a visité le désert avec sa mère, n'attendant rien d'autre qu'un simple voyage en famille. Au cours de cette visite, il a découvert 2 petites pépites d'or cachées sous la terre, et quelque chose en lui a changé à jamais. Sans s'en rendre compte, il avait hérité de la même obsession qui avait capturé son grand-père des décennies plus tôt. Larry rit souvent de la rapidité avec laquelle le désert a emporté un autre membre de la famille. Au moment où Montana a découvert ces minuscules pépites, la fameuse fièvre de l'or s'est installée tout comme elle l'avait déjà été avec Larry lui-même. Il ne s'agissait pas simplement d'une simple excitation liée à la découverte de métaux précieux. C'est le début d'une fascination qui durera toute une vie et qui façonnera tranquillement l'avenir du jeune homme. Remarquablement, le Montana conserve encore aujourd'hui ses 2 toutes premières pépites. Ils restent parmi ses biens les plus précieux, non pas parce qu'ils ont une valeur financière, mais parce qu'ils représentent le moment exact où son voyage a véritablement commencé. 14 ans plus tard, ces petites pièces d'or continuent de lui rappeler
pourquoi il continue de retourner dans le désert de l'Arizona. Depuis cette première découverte, le Montana est porteur de ce que les mineurs appellent affectueusement la fièvre de l'or. C'est un sentiment presque impossible à expliquer à quelqu'un qui ne l'a jamais ressenti. Peu importe le temps qui passe, il y a toujours une envie irrésistible qui le ramène vers le désert, l'encourageant à chercher encore un lavoir à creuser un trou de plus ou à explorer un autre terrain prometteur. En tant que jeune garçon, ces voyages étaient simplement des aventures passionnantes partagées avec son grand-père. La mine ressemblait moins au travail qu'aux plus belles vacances imaginables, remplies de chasse au trésor sous un ciel bleu sans fin. Chaque visite devenait un autre souvenir qui renforçait le lien qui les unissait. À cet âge, l'avenir paraissait merveilleusement simple. Aujourd'hui, Montana a 26 ans et sa perspective a complètement changé. Ce qui ressemblait autrefois à une aventure d'enfance est devenu quelque chose de beaucoup plus sérieux. Il ne considère plus la mine comme un lieu à visiter occasionnellement. Il y voit le fondement de la construction d'une vie entière. Son objectif est de s'installer définitivement en Arizona et de se consacrer à l'opération à plein temps. Au lieu de lui rendre visite occasionnellement le week-end, il souhaite passer chaque jour aux côtés de son grand-père, aidant la mine à devenir tout ce que Larry a toujours imaginé qu'elle pourrait être. Il souhaite devenir un véritable partenaire plutôt que simplement un petit-fils serviable. Plus important encore, il veut protéger le rêve qu'ils partagent tous les deux. Mais chaque jour où Montana reste ailleurs est un autre jour où la même horloge implacable continue de tourner contre Larry. Le temps ne s'arrête jamais pendant que les gens font des projets pour l'avenir. La mine connaît toujours des difficultés financières et l'exploitation que Larry espère transmettre reste loin d'être capable de soutenir la vie qu'ils envisagent tous deux. Le rêve existe, mais la réalité ne l'a pas encore rattrapé. Au cœur de tout se trouve une vérité douloureuse. Larry souhaite désespérément que le Montana hérite d'une opération minière réussie plutôt que d'un ensemble de problèmes financiers. Il souhaite que son petit-fils reçoive une entreprise rentable, capable de fonctionner seule, et non une liste interminable de réparations et de factures impayées. Laisser moins derrière soi équivaudrait à laisser le rêve inachevé. Larry dit souvent qu'il souhaite bâtir un héritage dans lequel le Montana aura une véritable opportunité d'extraire de l'or du désert et de vivre une belle vie. Chaque fois qu'il prononce ces mots, il devient évident qu'il les pense en toute sincérité. Pour lui donner cette opportunité à son petit-fils serait l'une des plus grandes bénédictions imaginables. Malheureusement, l'horloge continue de tourner que la mine soit prête ou non. Comme Larry aime le dire, tic-tac. Ces deux mots simples capturent la réalité avec laquelle il vit au quotidien. Le rêve reste vivant dans son cœur, mais l'opération elle-même est encore loin de rendre ce rêve possible. À l'heure actuelle, l'espoir et la réalité restent séparés par une distance frustrante. Les chiffres racontent l'histoire assez clairement. La mine ne produit tout simplement pas assez d'or pour subvenir aux besoins d'une famille, et encore moins pour créer l'avenir stable que Larry souhaite pour le Montana. Il sait que la production actuelle ne peut pas soutenir une exploitation minière à plein temps et que prétendre le contraire ne servirait à rien. La mine doit être améliorée avant de pouvoir véritablement être transmise. Larry rêve d'atteindre le point où lui et Montana pourront travailler ensemble sur la concession chaque jour sans se soucier constamment de savoir si l'exploitation peut survivre à une autre saison. Son objectif immédiat est étonnamment modeste par rapport aux normes minières. Si l'usine de lavage pouvait récupérer régulièrement 2 onces d'or chaque semaine, tout changerait. 2 onces par semaine transformeraient toute l'opération. Du coup, la mine ne survivrait plus d'une saison à l'autre. Cela deviendrait une véritable entreprise, capable de fournir des revenus stables et de soutenir l'avenir que Larry a imaginé pendant des années. Le rêve commencerait enfin à paraître réalisable. Malheureusement, le plus grand obstacle qui se dresse sur leur chemin n'est pas le désert ni même le manque d'or. C'est l'usine de lavage elle-même. Larry rit en expliquant pourquoi il a nommé la machine Frankenstein. Mais il y a bien plus de vérité cachée derrière la blague que la plupart des gens ne le pensent. Le surnom reflète parfaitement des années d'improvisation et de détermination. Frankenstein n'a jamais été construit à partir d'un plan soigneusement conçu. Larry l'a assemblé pièce par pièce en utilisant les pièces, les matériaux et les idées qu'il a pu rassembler au fil des ans. Certains composants provenaient d'une machine, d'autres d'une autre, jusqu'à ce que l'ensemble de l'installation de lavage devienne un patchwork complexe d'équipements dépareillés maintenus ensemble
par une détermination obstinée. À bien des égards, la machine reflète Larry lui-même ingénieux, résilient imparfait et refusant toujours d'arrêter. Quand quelqu'un demande en plaisantant si cela fait de Larry le médecin qui a créé Frankenstein, il ne peut s'empêcher de sourire. La comparaison semble étonnamment précise. Il a donné vie à la machine de ses propres mains, consacrant des années de travail à chaque modification et réparation. Mais tout comme le célèbre monstre de l'histoire ancienne, la création est désormais devenue de plus en plus difficile à contrôler. Et sauver à la fois la machine et l'héritage qui y est attaché pourrait s'avérer être le plus grand défi de Larry jusqu'à présent. Il l'appelle Frankenstein parce que c'est un mélange de bric-à-brac, une créature cousue à partir de toutes les pièces qu'il a pu trouver récupérer ou se permettre au fil des ans. Il fonctionne, il récupère un peu d'or, mais il a besoin de beaucoup d'améliorations, et Larry est le premier à l'admettre. Ainsi, lorsque Freddy et Juan arrivent dans les montagnes d'Homrock, les poignées de main sont chaleureuses, mais les enjeux sont parfaitement clairs. Larry les guide à travers tout son monde. Le petit-fils à ses côtés, l'usine qu'il a construite, le rêve qu'il cherche désespérément, a continué de respirer. Et tous deux commencent à déterminer si Frankenstein peut être sauvé ou si Larry mène cette course contre une machine déjà perdue. Si vous cherchez déjà Larry dans le Montana, rendez-vous service et abonnez-vous avant d'oublier. Parce que des histoires comme celle-ci, des héritages familiaux qui ne tiennent qu'à un fil au milieu de nulle part, sont exactement ce que cette chaîne poursuit. Appuyez sur ce bouton et restez ici. La partie la plus difficile du combat de Larry est toujours devant lui, une lignée de mineurs. Pour comprendre pourquoi cela compte tant pour Larry, il est utile de savoir d'où il vient. Parce qu'en vérité, il fait pour Montana exactement ce qu'on faisait autrefois pour lui. Quand Larry avait 12 ans, le même âge qu'avait Montana, lorsque le virus s'est déclaré pour la première fois, son grand-père et son père possédaient une mine de roches dures à Republic, Washington. Le week-end, le jeune Larry l'accompagnait à la recherche d'or dans le rocher. C'est, dit-il, ce qui donne à une personne un petit bug au départ. Un week-end par-ci, une pépite par-là, un vieil homme montrant à un garçon comment lire le sol. Cela progresse lentement et puis un jour cela fait simplement partie de qui vous êtes. 3 générations maintenant, la même fièvre qui se transmet de main en main. Mais le chemin depuis cette mine d'enfance jusqu'à cette usine du désert était tout sauf rectiligne. Lorsque Larry a obtenu son diplôme d'études secondaires, il a été enrôlé dans l'armée et est allé au Vietnam. Il a purgé 13 mois et 18 jours. Il ne dit pas grand-chose au-delà de quelques mots discrets. C'était dur. 2 phrases courtes qui ont un poids qu'il n'a pas besoin d'épeler. Une fois son service terminé, Larry n'est pas retourné directement alors. Il a d'abord bâti une carrière d'une décennie dans la construction travaillant de ses mains, d'une manière différente mettant à profit les années qu'un homme consacre lorsqu'il a une vie à subvenir aux besoins. La mine est restée en lui tout le temps endormie, mais jamais morte. Et en 2006, il y revient enfin. Il revient à la passion d'enfance que son propre grand-père lui avait inculquée toutes ces années plus tôt. De la façon dont Larry le raconte revenir était presque comique au début. Il est sorti dans le désert et a vu tout le monde agitant ses baguettes, ses détecteurs de métaux, balayant le sol à la recherche d'or enfoui. Alors, il est allé en acheter un pour lui-même. Puis, il a remarqué que tout le monde creusait avec une pelle et jetait la terre dans une laveuse à sec pour en extraire l'or. Ainsi, l'année suivante, il a également acheté une machine à laver à sec. Et à partir de là, il a continué à obtenir son diplôme, une pièce d'équipement, à la fois une leçon à la fois. Et le voici, une opération complète dans le désert de l'Arizona, construite étape par étape pendant près de 2 décennies. Puis il y a environ 14 ans, tout le cycle a recommencé. Montana est venu rendre visite à sa mère, a trouvé ses premières pépites et a attrapé la même fièvre. Tout comme son grand-père le lui avait transmis, Larry l'a transmis au garçon. Et maintenant, il ne reste plus que la mine elle-même à céder. La question est de savoir s'il y a quelque chose qui mérite d'être transmis. Tu sais, Freddy, c'est là que ton expérience entre vraiment en jeu. Vous savez beaucoup de ces mines où nous allons recherche de l'or plus fin. Et c'est vraiment là que vous vous spécialisez. Donc la meilleure chose à faire, nous avons trouvé ce genre de solution intelligente qu'aucun de nous n'a jamais fait, était cette écluse sous-jacente. Et Freddy et Juan sont sur le point de le découvrir à leurs dépens. 4 heures de vérité. Avant que quiconque commence à démolir la machine, il doit savoir avec quoi il travaille réellement. L'appel est donc lancé pour effectuer un test de 4 heures pour laisser Frankenstein manger de la terre et voir exactement ce qui en sort au fond. Mais d'abord, Freddy veut savoir quel genre d'année Larry a derrière lui.
La question est en suspens dans l'air sec du désert. Qu'est-ce que Larry a pu sortir de terre l'année dernière? La réponse est brutale. L'année dernière a été assez lamentable. Il n'en a reçu que 2 onces. 2 onces pour une année entière de travail éreintant sous ce soleil de plomb. Les mêmes 2 onces qu'il rêve de tirer en une seule semaine, étalées douloureusement sur 12 longs mois. Ce seul chiffre raconte toute l'histoire de la raison pour laquelle ces hommes se tiennent ici. Larry sait que l'or est dans le sol. Sa véritable frustration est qu'il ne peut tout simplement pas amener la plante à un endroit où elle en produit suffisamment. L'or et c'est là, la machine est le problème. Alors Freddy et Juan demandent à voir une partie de son or et ce qu'ils trouvent est réellement encourageant. L'or est assez grossier. Il ne semble pas avoir beaucoup bougé, ce qui pour un œil exercé signifie qu'il n'a pas voyagé bien loin de son point de départ. Cela indique peut-être un assez bon terrain juste sous leurs bottes. Freddy le dit clairement. La matière première est prometteuse. Il ne leur reste plus qu'à le prouver. Faisons un test de 4 heures, dit Freddy, et voyons ce qui se passe ici. Larry est à fond. Ça a l'air bien. Faisons-le. Alors ils allument Frankenstein et le nourrissent de terre pendant 4 heures consécutives. Et lorsque le parcours est terminé et que l'or est pesé, le chiffre revient. 0,09. Pas tout à fait un 10e d'once mais presque. Près d'un 10e d'once sur 4 heures complètes de course. Évidemment, il y a de l'or ici. Le test le prouve sans aucun doute. Mais le temps d'exécution est le véritable tueur. Et Freddy s'y concentre immédiatement. Chaque once d'eau perdue par la plante équivaut à 1 ou 2 secondes supplémentaires de matière qu'elle ne peut pas exploiter. Et c'est là le cœur du problème de Larry. S'il avait l'eau nécessaire pour que l'opération continue à fonctionner comme elle le devrait lui, et Montana serait en fait sur la bonne voie pour atteindre leur objectif hebdomadaire. L'or est là. Le terrain est bon. La plante ne peut tout simplement pas rester en vie assez longtemps pour attraper ce qui l'attend dans la terre. Et jusqu'à ce que quelqu'un découvre où va toute cette eau, rien ne change. Ce que l'or a dit. Une fois le test terminé, le diagnostic devient clair. L'or est cela, dit Freddy à Larry. Il lui faut juste une plante qui puisse courir assez longtemps pour l'attraper. Et honnêtement, une fois que Freddy et Juan ont commencé à regarder de plus près, ils ont vu pas mal de choses qu'ils pouvaient améliorer. Le premier et le plus gros problème est l'eau. Et puis, honnêtement, nous avons vu pas mal de choses que nous pouvons améliorer. Ouais, je vais dire que 20 à 30% du matériau sortant de cette vise à sable est de l'eau. C'est l'un de mes plus gros problèmes. Oh ouais. Et c'est Freddy qui le fixe. Il s'accroupit près de la vise à sable et regarde le lisier couler jusqu'au bout. Je vais dire que 20 à 30% du matériau sortant de cette vise à sable est de l'eau, dit-il. Pas de boue aurifère pouvant être traitée. Juste de l'eau qui s'écoule là où elle devrait être et qui reste dans le système. Larry ne discute pas. C'est, admet-il, l'un de ses plus gros problèmes. La plante est en train de perdre la seule ressource qui la maintient en vie, ici dans le désert. Freddy regarde ensuite la barre de pulvérisation qui alimente le linge. Et les nouvelles ne font qu'empirer. À l'heure actuelle, Frankenstein est équipé d'une barre de pulvérisation de 3/4 de pouce. Et Freddy souligne que c'est la même taille que la plomberie d'une maison ordinaire. C'est tout simplement trop petit pour le travail. La petite barre de pulvérisation ne peut pas laver les roches à proximité de la manière dont la production réelle l'exige. Tout le côté haut de la machine est sous-dimensionné, sous-alimenté et fuit à chaque tour. Juan passe au problème suivant. La boîte à écluse. La partie de l'opération où l'or est réellement capturé et extrait du reste du matériau. Il passe la main sur les tapis en caoutchouc que Larry a installés là-dedans et appelle ça comme ça. Ces tapis. C'est une situation de passe-temps, dit Juan. Très bien pour quelqu'un qui jette du matériel avec une pelle pour s'amuser un week-end. Mais ce n'est plus censé être un passe-temps. Juan veut une vraie boîte à écluse de style production. Quelque chose de plus large qui peut gérer beaucoup plus de matériel à la fois. Le hic, c'est que pour faire fonctionner plus de matière, Larry a besoin de plus d'eau, et tout continue de se retrouver dans la même pénurie brutale. Tout se résume donc à une seule chose. Le terrain est bon, l'or est réel. Mais la machine qui se dresse entre Larry et l'avenir de son petit-fils est maintenue par les mauvaises pièces, laissant échapper la seule chose qu'elle ne peut pas se permettre de perdre. Le réparer ne sera pas bon marché, et Larry ne sait pas encore ce que Freddy et Juan sont sur le point de lui demander. Le plan. Freddy et Juan
élaborent un plan pour remédier à chacun des échecs de Frankenstein de haut en bas. Freddy prend l'eau. Lui et Juan vont améliorer le système d'eau dans le Tromel en nettoyant correctement les roches pour la première fois et en arrachant ces petites barres de pulvérisation inutiles pour quelque chose qui puisse réellement déplacer les matériaux comme il se doit. Puis, Freddy se tourne vers le cœur de tout ce désordre. La vis à sable. Il va le reconstruire à partir de zéro. Les revêtements coupés permettront enfin à l'eau de s'écouler vers les étangs au lieu de s'échapper du système. Et une section de la vis sera retirée pour construire une presse à sable. Un morceau astucieux de sortie des résidus avant qu'il ne quitte l'usine. Chaque goutte économisée représente plus de temps d'exécution, et plus de temps d'exécution vaut plus d'or. Juan prend l'écluse. L'échelle MacGyver de Larry l'écluse se bouche rapidement, et perd de l'or, ce qui est exactement le contraire de tout le travail d'une écluse. Juan va l'arracher et le remplacer par une goulotte en acier de 16 pieds, sur mesure équipée de fusils en métal, déployés conçus pour saisir l'or et le retenir, au lieu de le laisser passer. C'est une refonte complète. Un nouveau système d'eau, une vis à sable reconstruite, avec une presse et une toute nouvelle écluse de 16 pieds. Tout ce qui manquait à Frankenstein d'un seul coup. Larry reste là hochant la tête, aimant tout ce qu'il entend. Et puis Freddy lui dit ce que ça va coûter. Et le numéro arrête la conversation. Froid, le prix d'un avenir. Freddy est franc avec Larry à propos du prix. Pour les réparations qu'ils veulent faire, il envisage environ 3000 $ de matériaux. Et en plus de ça, il veut une once d'or de Larry dans le Montana. C'est une lourde demande, surtout pour une exploitation qui n'a récolté que 2 onces au cours d'une année lamentable. Une once d'or représente la moitié de tout ce que Larry a fait la saison dernière. Mais Freddy le présente exactement pour ce qu'il est. C'est un investissement qui va améliorer leurs bénéfices à long terme. Dépenser maintenant, gagner bien plus tard, pour les années à venir. Freddy offre à Larry un peu de temps pour y réfléchir, pleinement conscient que cela représente un gros changement pour un homme à sa place. Mais Larry n'a pas besoin de beaucoup de temps, et son raisonnement n'a rien à voir avec lui-même. « Je crois que tu as raison, dit-il, et je dois faire avancer les choses pour le Montana. » L'essentiel n'a jamais été le confort de Larry ni sa poche. Il s'agissait toujours du garçon de l'héritage et de cette horloge qui ne s'arrête jamais. C'est le moment. Marché conclu, dit Larry. Montana intervient juste à côté de lui et le confirme. Accord, j'ai compris. Merci. Avec une poignée de main et quelques mots discrets, grand-père et petit-fils ont parié tout ce qu'ils avaient sur l'idée que Frankenstein puisse ressusciter. Leur or, leur argent, leur avenir. Tout cela repose sur Freddy et Juan. Parce que d'après ce que ces deux-là ont vu lors de ce premier test, cette opération était plus un passe-temps qu'une entreprise. Et un passe-temps ne vaudrait jamais la peine d'être transmis. Désormais, il n'y a pas de retour en arrière et aucune garantie que cela fonctionne. Le travail commence donc pour de bon, et Freddy et Juan s'attaquent à l'ancienne usine pour reconstituer le rêve de Larry pièce par pièce. Freddy va après l'eau. Le Tromel obtient son système amélioré. La barre de pulvérisation sous-dimensionnée de la plomberie de la maison a disparu, remplacée par une configuration conçue pour donner aux roches un véritable lavage en profondeur. Ensuite, il reconstruit la vis à sable avec ses revêtements coupés et sa presse à sable nouvellement coupée, donnant enfin à l'eau un endroit où aller en plus de la sortir directement de la machine. Goutte par goutte récupérée. Cette boîte à écluse est un vrai problème. La distribution est un problème. La trémie est un problème. Cela va être difficile, vous savez, car nous allons devoir répartir nos ressources sur 2 sites miniers. Freddy conçoit l'usine pour qu'elle conserve la seule chose qu'elle a toujours jetée. Chaque changement pointe vers la même cible. Plus d'eau dans le système signifie plus de temps de fonctionnement. Plus de temps d'exécution signifie plus de matière à travers les radiers. Et plus de matière à travers les rapides de Juan signifie qu'une plus grande partie de cet or grossier et lourd est capturée au lieu d'être emportée dans le désert. Pendant des années, Frankenstein s'est battu contre lui-même, perdant d'un côté ce qu'il avait gagné d'un autre. Aujourd'hui, pour la première fois, chaque élément de la plante tire enfin dans la même direction. Vient ensuite la pièce maîtresse. Juan apporte la nouvelle écluse de Frankenstein, la goulotte en acier de 16 pieds, qui remplace l'échelle faite maison de Larry, sujette aux obstructions. Il faut tout l'équipage pour le mettre en place. 1, 2, 3, il compte, le remonte et le dépose à sa place.
Et quand c'est enfin réglé, tout le monde s'arrête pour regarder. « Qu'en penses-tu » demande Juan. Larry n'hésite pas. « J'aime ça » dit-il. Les autres sont d'accord sur le champ. Beau. La nouvelle écluse transforme tout l'aspect de l'usine. Là où il y avait autrefois un patchwork d'amateurs, il existe désormais un véritable équipement de production construit pour attraper l'or et le conserver. Elle a un nouveau cœur, dit quelqu'un en examinant la machine. Bon vieux corps. Et cette seule ligne dit tout sur la reconstruction. Frankenstein est toujours Frankenstein. Toujours la création de Larry. C'est toujours la plante qu'il a cousue de ses propres mains pendant toutes ces années. Mais maintenant, là où cela compte le plus, on lui a donné un nouveau cœur. Juan pense qu'elle sera parfaite pour faire fonctionner cette chose dès le lendemain. Mais rien de tout cela ne signifie rien jusqu'à ce que la saleté commence à couler. Et ce test arrive aux premières lueurs du jour, l'instant de vérité. Le lendemain matin à la mine Schreiner dans le désert de Sonora, c'est le moment de vérité. Tout ce que Larry et Montana ont sombré là-dedans. Les 3000 $ de matériaux et une once d'or durement gagnée dépendent de ce qui se passera lorsque l'usine reconstruite fonctionnera. Le plan est un test de 2 heures. Les nerfs sont réels et ils sont écrits partout dans Montana, qui se tient juste à côté de l'usine où tout son héritage est sur le point d'être décidé. C'est un peu angoissant, admet-il en bougeant sur ses pieds. Mais il est impatient de voir comment ça se passe. Après tout, c'est le test qui leur dit si le pari a été gagnant, si Frankenstein a vraiment un nouveau cœur, et si l'héritage que Larry se bat pour laisser derrière lui est enfin à la portée du jeune homme qui regarde. Allumez là, l'appel sort. Le premier seau de terre tombe. Frankenstein est prêt à manger de la terre à nouveau renaît et affamé. Courez, 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 les encouragements arrivent. Et presque dès la seconde où le matériau commence à bouger, la différence est évidente. La nouvelle barre de pulvérisation fait un bon travail de nettoyage. Un simple regard sur le matériel qui nous parvient raconte instantanément l'histoire. Il est plutôt propre, lavé, comme il aurait dû l'être depuis le début. La boîte elle-même a l'air décente aussi. Attraper et retenir au lieu de boucher et de saigner l'or. Montana le regarde tourner et ne peut pas le garder. « J'adore ça » dit-il. « Ça se passe vraiment bien. » Pour la première fois, Frankenstein court comme Larry l'a toujours rêvé. L'eau reste dans le système. Les roches sont bien lavées. L'or a enfin un endroit où atterrir et rester. Le changement n'est pas subtil. Là où autrefois la plante s'étouffait, se bouchait et saignait de l'eau dans la terre, elle bourdonne, désormais avalant seau après seau et crachant des matériaux propres et lavés. Les problèmes mêmes qui définissent l'année lamentable de Larry, l'eau perdue, les embruns sous-dimensionnés, l'écluse de loisirs, ont été résolus un par un. Et l'homme pour qui tout cela a été construit se tient là pour le voir. Il n'a jamais été question de l'or lui-même, ni de l'argent, ni même de la machine. Il s'agissait du Montana, de la chance de transmettre non seulement une passion, mais une mine rentable. Un héritage construit dans la roche brûlée et la chaleur croissante transmise depuis une mine de roche dure à Republic Washington, à travers une guerre et une décennie de construction et 20 ans de lentes études dans le désert, jusqu'à un homme de 26 ans qui garde toujours ses 2 premières pépites et rêve de s'installer ici pour de bon. L'horloge tourne toujours. Le corps de Larry ne lui laissera toujours pas beaucoup d'années. Mais pour la première fois, en regardant son petit-fils sourire à côté d'une plante qui fonctionne enfin, on a l'impression qu'il pourrait bien la vaincre. Si vous êtes allé jusqu'à la fin de l'histoire de Larry et Montana, faites 2 choses avant de partir. Laissez un commentaire et dites-nous, parieriez-vous votre dernière once d'or pour sauver un héritage familial au milieu du désert ? Et abonnez-vous pour que le prochain vous trouve.